Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21h avec Mohamed, Pierre, Patrick et Laurent. Salut à tous les quatre. Bonsoir Babette. Mohamed, votre story ce soir. Un obus de 500 kilos de la Seconde Guerre mondiale a mis à l'arrêt l'une des plus grandes gares d'Europe. Retour sur une journée folle à la gare du Nord. Patrick, votre édito. Elles exercent des métiers indispensables, mais ces métiers sont souvent les moins bien payés et les écarts de salaire femmes-hommes demeurent, même s'ils se réduisent d'année en année. Des chiffres qu'il est important de rappeler à la veille de la Journée internationale des droits de la femme. On en parle avec la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Bonsoir, Aurore Berger. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation alors que vous signez ce livre, Nos combats pour la République. Vous y partagez vos combats féministes, pour la laïcité, contre le populisme et vous évoquez notamment votre grossesse qu'il a fallu taire pendant une campagne électorale ou les violences conjugales dont vous avez été victime. Merci de votre présence ce soir. Laurent, dans le 5 sur 5. Je suis sûr que vous vous demandez ce qu'écoute le roi d'Angleterre en se rasant le matin. Je me demandais voilà. ça. Je vais vous dire, parce qu'on va se plonger dans la Déjà, j'ignorais du qu'il roi se rasait. Charles. Il n'y a pas de barbe, ça ne vous a pas échappé. Pierre, votre œil ce soir. Philippe Noiret, le bienheureux, classieux et mélancolique, était un collectionneur fou de dessins, de peintures, de bottes de cheval, de cigares, de livres et de 1000 objets. Sa fille Frédéric a constitué 313 lots qui étaient mis aux enchères cet après-midi à Drouot. Elle nous a raconté les passions de son papa. Nos invités après 20h, c'est le chanteur charismatique du groupe italien, vainqueur de l'Eurovision en 2021. Il s'est lancé dans une carrière solo et il connaît un succès mondial. Là, il s'apprête à partir en tournée sur les 5 continents, mais d'abord, il passe par le plateau de C'est à vous. Damiano David sera aux côtés d'un prodige de la voile. La plus jeune skippeuse à avoir bouclé un Vendée Globe. Elle s'appelle Violette d'Orange et elle fait aimer la voile à tous les plus jeunes. Et puis le journaliste et écrivain Xavier Demoulin, dont le 12e roman lui a été inspiré par l'histoire vraie de l'une de ses amies. Voilà pour le programme. On file en cuisine, retrouver Charles Coulombeau et Bertrand Chameroy. Bonsoir Babette, bonsoir à tous. Babette, vous n'étiez pas garde du Nord ce matin? Non. Non. Je croyais qu'on y avait retrouvé une bombe. Allez, au menu du soir, chef. Waouh. Ce soir, un peu d'agneau pour finir la semaine avec des artichauts, un peu de saké et des poires. Eh bien, merci beaucoup. Bonne émission, Babette. C'est ni gênant, mais ni je ne sais Gentil, quoi. c'est C'est très très C'est un gentil. compliment. C'est très joli. Mais exactement, les jaloux qui disaient c'est gênant. Bombe de la dernière guerre. Hein. C'est sûr que c'est pas Laurent dont on parle. Ça, c'est vrai, c'est pas ça. Ça, c'est très gênant. Non, mais Bah, ça nous met Qu'est-ce qu'on fait, madame ça la commence ministre? bien juste avant son édito. Ouais. Ouais. J'ai presque pas envie de lui passer la parole. C'est lui. Hein. C'est vraiment parce qu'ici il y a de l'égalité. Enfin, on y tend. L'édito de Patrick Cohen. Les écarts de courtoisie, mais surtout de salaire entre les femmes et les hommes continuent de se réduire en France, mais à petite vitesse. Voici les 3 chiffres que vient de publier l'INSEE. 22%, c'est la différence globale de rémunération. Ça veut dire que le salaire moyen des femmes dans le secteur privé était en 2023 22% inférieur à celui des hommes, écart lié en partie à un moindre volume de travail car les femmes sont plus souvent à temps partiel, mais même à temps de travail identique, l'inégalité est de 14%, c'est le deuxième chiffre, et même à emploi identique dans le même établissement, donc votre voisin ou voisine d'atelier ou de bureau, l'écart de salaire net en équivalent temps plein est de 3,8%, c'est le 3e chiffre. 3 écarts, 3 chiffres qui se réduisent tout de même d'année en année. L'inégalité globale, c'est la courbe rouge, tout au-dessus, c'est réduite d'un tiers en 30 ans, c'était encore près de 30% en 2012 et le mouvement s'accélère depuis 2019, environ 1 point en moins. Chaque année, on vient de passer de 23,5 à 22,2. En dessous, vous trouvez 2 courbes parallèles. L'écart de salaire à temps de travail équivalent, c'est la courbe jaune. Et courbe bleue, l'inégalité d'emploi. Le volume de travail annuel des femmes est maintenant inférieur de 9,3% à celui des hommes. C'était plus de 12% 10 ans auparavant. La CGT a chiffré le coût de cette inégalité. Oui, sa secrétaire générale, Sophie Binet, l'a matérialisé ce matin sur France 2 de façon spectaculaire. Je suis venue vous apporter une très bonne nouvelle aujourd'hui. La CGT a trouvé de l'argent. On a même trouvé 6 milliards, d'euros. Ah oui, Je vous ai apporté un gros chèque. Oui. Il est un peu gros.
C'est quoi ce 6 milliards d'euros? Expliquez-nous, effectivement, le chèque est très gros, on ne vous voit même plus. C'est ce que rapporterait l'égalité salariale pour nos retraites, en fait. Parce que si on augmente les salaires des femmes de quasiment 25%, nous sommes payés 25% de moins, ça permettrait d'avoir plus de cotisations sociales pour financer nos droits sociaux, chômage, retraite, assurance maladie. Et donc, c'est à minima 6 milliards d'euros qui seraient générés par l'égalité salariale. 6 milliards, dit Sophie Binet. En réalité, il ne suffirait pas d'augmenter le salaire des femmes. Il faudrait aussi qu'une partie de celles-ci change de métier. Oui, parce qu'une partie de l'explication vient de ce que les femmes exercent des métiers moins bien rémunérés. Les secrétaires sont à 95% des femmes. Les ingénieurs et cadres en informatique sont à 75% des hommes. Les femmes sont légèrement majoritaires, 56% chez les cadres des services administratifs des PME, mais elles sont toujours très minoritaires, 24% parmi les 1% des postes les mieux rémunérés. Enfin, plus généralement et plus fondamentalement, dans les métiers indispensables à la population, au bon fonctionnement de la société, les femmes sont ultra majoritaires. Elles sont 90% des aides-soignantes, 87% des infirmières salariées, 82% des infirmières libérales, etc. Mais curieusement, ça ne joue pas sur les rémunérations. Le manque d'informaticiens en France et en Europe tire les salaires à la hausse. Le manque de personnel soignant, nettement moins, voire pas du tout. Et les entreprises ont encore des efforts à faire. C'est ce que montre l'index égalité femmes-hommes au sein des entreprises de France, que doivent calculer toutes les entreprises de plus de 50 salariés. C'est la loi et que vient de publier le ministère du Travail. Il a très légèrement progressé entre 2024 et 2025, cet index, mais seuls 2% des employeurs atteignent la note maximale dans les 5 critères, c'est-à-dire écart de rémunération, écart dans les augmentations, dans les promotions, au retour des congés maternité et part des femmes dans les plus gros salaires. Ça veut dire que 98% des employeurs doivent encore faire mieux. Mais le plus grand écart de salaire, la plus grande inégalité tient à la maternité. Oui, l'écart de salaire global croît avec le nombre d'enfants. Les femmes sans enfants gagnent en moyenne 13,8% de moins que les hommes. Non, de plus. Gagne en moyenne. Les femmes sans enfants. 13,8% de moins que les hommes, c'est ça. Celles avec 3 enfants ou plus, près de 41% de moins. Voilà, ce qui tient une forme de travail gratuit. Et c'est ce qui vous choque le plus, peut-être? Oui, c'est ce qu'on appelle... Parce que ça, on ne pourra pas faire en sorte que les hommes aient des enfants à notre place. Non, mais on peut faire en sorte que la parentalité soit partagée. Et que la parentalité ne se résume pas à la maternité, mais que ce soit bien les 2 parents qui s'occupent des enfants, qui répartissent aussi la manière avec laquelle ils s'en occupent, ce qu'on peut faire aussi sur la question des congés parentaux. Si je peux ajouter un chiffre, même s'il y en a eu beaucoup, dans les 10 années qui suivent la naissance du premier enfant, les femmes perdent 38% tout au long de ces 10 années de leur niveau de rémunération. 38%, c'est le chiffre qu'on trouve au moment de la retraite. C'est-à-dire que vraiment la question aujourd'hui de la parentalité est la question de la maternité et des conséquences salariales que ça a. Mais c'est de la faute des employeurs aussi. C'est notre faute collective. C'est la faute du partage des tâches. C'est la faute de la société en général qui considère que... Je pense que ça vous est arrivé quand vous avez un enfant à la crèche et qui tombe malade, qui on appelle la mère avant d'appeler le père. Quand vous avez un enfant malade à l'école, qui on appelle la mère avant d'appeler le père. C'est-à-dire que la société, elle a pris l'habitude de se reposer d'abord sur les femmes et les mères, plutôt que d'assumer aussi ce partage des rôles et des responsabilités. Donc ça, c'est quand même toute la société qui doit être embarquée. C'est la question des entreprises. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pensent à notre place et qui se disent, on ne peut pas lui proposer cette promotion formidable parce qu'elle attend un enfant ou elle a envie d'en avoir un. Donc forcément... Pour elle, ce serait mieux qu'elle ait plus de temps pour son enfant. Donc il y a aussi beaucoup de ça. La société qui pense à notre place, l'entreprise qui pense à notre place, les organisations qui pensent à notre place, qui font qu'étonnamment... pour le bien des femmes, aussi pour leur bien peut-être elles aussi, ou parce que sur des postes où il y a de la concurrence, et dans plein de secteurs il y a de la concurrence évidemment, on préfère garder les places. Mais il y a quand même évidemment ça, et la question des filières qui est majeure, la question des métiers scientifiques. Aujourd'hui, les petites filles, elles décrochent en maths, pas au collège ou au lycée, mais entre le CP et le CE1. Entre le CP et le CE1, pas parce qu'elles sont programmées, mais parce que, là encore, on s'est habitué à l'idée qu'une fille, elle ne peut pas être bonne en maths. Et donc, on ne va pas aller solliciter ces compétences-là. Et donc, c'est ça qu'on doit aussi, évidemment, changer sur la question des filières. Et les filières, ce n'est pas, encore une fois, très tard que ça se gère. C'est dès le plus jeune âge, sur les représentations qu'on en a, les stéréotypes, les préjugés, la formation aussi de nos enseignants et de nos enseignantes,
pour garantir qu'encore une fois, on considère que tous nos enfants ont le droit de rêver grand. Si on en croit les courbes que nous a montré Patrick avec la baisse des inégalités légères mais régulières, ça veut dire qu'il va falloir attendre 20 ans pour espérer une quelconque égalité. Enfin, je non, serai plus là, quoi. C'est un peu plus long. Si vraiment ça suivait ce rythme, je pense qu'on ne le verrait pas, nous, à notre échelle. Je ne suis pas sûre que ma fille le voit. Donc ça suppose qu'on aille un cran plus loin, c'est ce qu'on va faire. Parce que c'est important aussi de dire que l'Europe nous aide à avancer sur ces questions-là. On va transposer une loi européenne, une directive, pour aller beaucoup plus loin sur la question de la transparence des salaires. Il n'y a qu'en France, par exemple, quand vous publiez une offre d'embauche, vous ne dites pas le salaire. Vous dites rémunération selon le profil, ce qui veut à peu près rien dire. Là, il y aura l'obligation de publier la fourchette de salaire. Et on sait que ça joue contre les femmes, parce qu'on sait que sur la capacité de négociation, sur la question du salaire, sur le rapport à l'argent, on n'est pas, pour le coup, à égalité, parce qu'on n'a pas forcément été élevé aussi de la même manière sur ces références-là. Donc oui, il y a des choses qu'on peut faire évoluer encore dans la loi, mais il y a des choses dans les cultures qu'il va falloir faire évoluer encore plus vite. On parlait de la grossesse comme facteur d'inégalité, c'est vrai aussi en politique. Et on le comprend très bien en lisant votre livre, quand vous racontez que pendant la campagne des législatives de 2022, vous avez tué le fait d'être enceinte parce que vous avez craint des conséquences politiques. Quel genre de conséquences? De la part des électeurs ou de la part du personnel politique? Je pense un peu des deux, très sincèrement, et je pense que c'est à refaire, je le referai. D'abord, c'est un choix très intime de dire ou pas, et je pense que je ne suis pas la seule à taire une grossesse. Je pense qu'il y a plein de métiers où les femmes disent le plus tard possible qu'elles sont enceintes, parce qu'elles ont peur des conséquences que ça peut avoir, de ces fameuses promotions qu'on ne va pas proposer, de la manière avec laquelle on va penser à notre place. Mais oui, il y a, je pense, toujours un peu ce rapport, notamment à la politique, qui est d'abord un rapport qui est aujourd'hui d'autant plus avec ce qui se passe aux États-Unis, mais vu comme quelque chose de très viril, de très masculin. Et le rapport au pouvoir est vécu comme tel. Et le fait de devenir parent, plus encore de devenir mère, change un peu cette vision-là qu'on a. Et je l'ai notamment vécu une fois que je l'ai dit, sur le rapport au congé maternité, justement. Parce que j'avais l'impression que je donnais jamais la bonne réponse. C'est-à-dire que si je disais, parce que j'étais présidente de groupe à l'époque à l'Assemblée nationale, si je disais je prends mon congé maternité, ben en fait, j'étais pas une vraie politique. J'étais pas un vrai animal politique, j'étais pas un vrai homme politique, en fait. Et si je disais je m'arrête pas, alors là, j'étais pire, j'étais une mauvaise mère. Ouais. Donc, dans tous les cas, en fait, on donne jamais la bonne réponse. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont l'impression qu'elles donnent jamais la bonne réponse à la société. Et à la fin, je me suis dit, la bonne réponse, c'est celle que moi, je vais formuler, ce qui sera bon pour moi, pour ma famille, pour ma fille. Et c'est ce que j'ai fait. Sans vous dire que ça pourrait avoir valeur d'exemple pour d'autres femmes, que vous ne saviez pas que vous allez devenir la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais ça aurait pu être un geste fort. Oui, mais c'est d'abord quelque chose d'intime. Il n'y a rien de plus intime que la question de la parentalité, que la question de la grossesse. Donc à un moment, là-dessus, j'assume peut-être une part d'égoïsme, de dire que j'ai fait ce qui était bien pour moi. Après, le fait de l'écrire et de le dire, c'est aussi de démontrer qu'il y a des choses qui n'ont pas suffisamment évolué. Des choses qui ont heureusement évolué. Question de la parité en politique. Souvenez-vous des débats au moment de la loi sur la parité, où le niveau de la vie politique allait s'effondrer par l'arrivée des femmes dans la vie politique. Je ne crois pas que ça ait provoqué ça. Mais voilà, il y a encore des résistances qui sont assez fortes. Ouais. Politique et parentalité sont profondément antinomiques, c'est ce que vous écrivez. Et ça a été particulièrement le cas quand Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Non, ça c'est pas lié à ça, mais oui, parce que le fait de vouloir faire de la politique et d'être engagé en politique, il y a un rapport évident à l'image, même à l'ego. Il faut être très lucide par rapport à ça quand même. Et quand vous avez un enfant, ça vous repositionne complètement. Il y a déjà quelqu'un qui est bien plus important que votre petite personne, et c'est très bien. Et donc oui, ça change quand même le rapport, heureusement, que vous avez aux autres, que vous avez au temps, que vous avez à la politique, aux priorités. Oui, mais vous le dites, ça a été rude cette dissolution. Ça a été rude parce que ma fille était là. Et ça a été rude parce que les absences ont été plus douloureuses, alors qu'avant, être absente n'était pas une question, puisqu'il n'y avait pas quelqu'un qui était plus important que moi et plus important que justement le rapport que j'avais à mon engagement. Et donc oui, à ce moment-là, ça a été plus compliqué. C'est aussi un peu pour ça que j'ai eu envie de l'écrire. Autre épisode personnel sur lequel vous revenez dans ce livre, c'est lorsque vous défendez en mars 2023 une proposition de loi qui visait à imposer une peine d'inéligibilité aux auteurs de violences, notamment conjugales ou intrafamiliale. Une députée de la France Insoumise vous accuse d'instrumentaliser la question des violences conjugales. À ce moment-là, à l'Assemblée, vous craquez. Et face à Madame Obono, vous dites « Mais moi, je sais de quoi je parle. Personne ne sait ici l'intimité de ce que nous pouvons vivre ou de ce que nous avons vécu. Mais oui, je sais exactement de quoi je parle quand je parle de violences conjugales. » Vous n'aviez pas l'intention d'évoquer votre histoire personnelle.
Mais il fallait le faire à ce moment-là. En fait, vous savez, c'est difficile de se rendre compte de ce qui se passe dans l'hémicycle quand on n'a jamais mis les pieds dedans. L'hémicycle, il y avait vraiment cet aspect arène politique. Et là, j'avais l'impression d'être le taureau au sein de cette arène et que de l'extrême gauche à l'extrême droite, on avait envie de planter des couteaux dans mon dos. Et c'était extrêmement violent parce qu'on remettait en cause la sincérité qui était la mienne sur cet engagement. J'avais l'impression de faire quelque chose d'évident et de simple, de dire qu'un homme qui avait été condamné pour violence conjugale, qui avait levé la main sur sa femme ou levé la main sur son enfant, ne méritait pas d'être un élu de la République. Et de dire qu'il faut que le juge puisse prononcer une peine complémentaire d'inéligibilité. C'était pas aussi simple parce que ça faisait référence aussi à l'affaire Quatennens, à la condamnation qui avait été la sienne. Et à un moment où j'ai eu la nécessité en fait de dire que je n'acceptais pas qu'on remette en cause cette sincérité. Parce que oui, malheureusement, mais comme beaucoup de femmes, je sais ce que c'est. Et j'ai su ce que c'était que la question des violences. Et je pense que la politique, elle souffre de ça. On met en permanence en cause justement notre sincérité, notre authenticité. Et le fait que là, en plus, des hommes et des femmes politiques le remettent en cause. Et cette volonté vraiment... Moi, j'ai vraiment vécu comme une forme d'acharnement à ce moment-là dans l'hémicycle. Ça a été une séance absolument épouvantable, sans doute la pire que j'ai eu à connaître et que je ne souhaite à personne. Vous n'avez pas porté plainte pour ces violences conjugales et vous n'avez pas encore réussi à répondre à la question de est-ce que j'aurais dû le faire pour aider les autres femmes à le faire ? Oui, parce que là encore, c'est une question qui est, je crois, très intime. C'est-à-dire que je pense qu'il y a trop de jugement encore sur les femmes. Une femme qui porte plainte, on continue à penser qu'elle a comme un agenda caché, en fait. Comme si elle y gagnait quoi que ce soit à l'idée de porter plainte. Quand vous regardez les plaintes qui ont été déposées, aucune femme n'a jamais eu un accélérateur de carrière parce qu'elle a porté plainte. On porte plainte parce qu'on considère que c'est bien pour soi, que ça fait partie de notre réparation, que c'est utile pour soi-même. Et c'est vrai que maintenant, à la position qui est la mienne, je m'interroge en disant, moi je ne pense pas pour moi-même avoir besoin de le faire, mais est-ce que ça peut être utile pour d'autres ? Donc oui, évidemment, je suis un peu prise dans cette injonction parce que je suis la première à dire aux femmes, le jour où vous serez prêtes, et ce jour-là seulement, évidemment, nous sommes là pour garantir que votre parole soit accueillie, qu'elle soit reconnue, que vous soyez accueillis comme vous devez l'être et respectés. Et moi-même, c'est vrai, et c'est pour ça que je devais aussi cette part de vérité, je ne l'ai pas encore fait. Parce que, encore une fois, pour moi, pour mon propre chemin, ce n'était pas nécessaire. Et c'est ça aussi que j'avais envie de dire. Parmi vos combats pour la République, c'est le titre de votre livre, il y a la laïcité. En janvier 2021, député, vous aviez déposé des amendements pour interdire le port du voile aux petites filles. À l'époque, ces amendements avaient été déclarés irrecevables et avaient fait débat, grand débat. On le réamorce ici même ce soir. Est-ce que, comme ministre, vous pensez qu'il faut réintroduire ces dispositions ? Oui, parce que je n'ai pas changé d'avis entre député et ministre. Je n'ai pas changé de conviction ni de cap. Et parce que cette image que vous montrez, je la trouve insupportable. On parle du port du voile dans l'espace public. Bien sûr. Pas dans des enceintes oui, mais scolaires ou... Parce que moi, l'horizon que je veux pour nos enfants, c'est un horizon de liberté et d'émancipation. Et ça, c'est pas un horizon de liberté et d'émancipation. À 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, vous n'êtes pas en capacité de consentir, vous n'êtes pas en capacité d'exprimer votre volonté, vous n'êtes pas en capacité d'adhérer de manière évidente. Et je comprends même pas que ça fasse débat. Si on n'est pas capable de se mettre d'accord sur le principe simple qui est de dire qu'on doit protéger nos enfants, tous nos enfants, nos petites filles, de ce qui est un levier de prosélytisme ou d'instrumentalisation, de communautarisme, d'expliquer à nos petites filles que dès le plus jeune âge, il faut quoi ? Qu'elles se cachent, qu'elles se dissimulent une partie de leur visage, qu'il faut qu'elles soient pudiques. Il y a une question qui est une question de principe. Mais entre le principe et l'application, il y a tout ce qui sépare la loi de la réalité, de la vie quotidienne. Et vous voyez bien ce que type d'interdiction peut susciter, peut provoquer à la fois dans le... Oui, mais ne rien faire, c'est aussi considérer que cette situation, finalement, on s'en accommode et qu'elle n'est pas grave. Il suffit de prendre votre téléphone, d'aller sur un moteur de recherche et en quelques clics, je vous trouve une boutique en France. Qui vend des voiles pour des petites filles, qui vend des abayas pour des petites filles. De quoi a-t-on peur, en fait ? Pourquoi il y a autant d'hommes qui ont peur des femmes, qui ont peur de l'émancipation des femmes, qui ont peur de l'émancipation et de la liberté des filles ? Pourquoi que des néoconservateurs
jusqu'aux mouvements intégristes et islamistes. Pourquoi systématiquement les premières libertés qui sont attaquées sont les femmes, et la première manière de les attaquer, c'est leur corps, le fait de vouloir prendre possession de leur corps jusqu'à les interdire, encore une fois, d'avoir accès à l'espace public, d'être visibles dans l'espace public, ou dans un certain nombre maintenant d'autres pays antidémocratiques, carrément d'avoir accès au son de leur voix. Pourquoi ont-ils si peur de nous? Ont-ils si peur de nos filles? Et je pense que nous, il faut qu'on réaffirme des principes qui sont simples, qui sont des principes républicains et de liberté. Voilà, c'est l'un de vos combats pour la République, cet ouvrage qui est disponible chez Robert Laffont. Vous restez avec nous, d'autres sujets à vous soumettre, notamment dans la story de Mohamed Bouafsi. C'est pas une situation anodine. C'est 600 000 personnes qui viennent le vendredi en moyenne gare du Nord pour qu'on prenne la décision de ne faire circuler aucun train vendredi à la gare du Nord. C'est qu'on la juge suffisamment importante pour ne pas prendre de risques. C'est l'histoire d'un vestige du passé qui a neutralisé l'une des gares les plus fréquentées d'Europe. Aux alentours de 4 heures du matin, des ouvriers qui participent à une opération de terrassement des voies découvrent par hasard un obus sur la commune de Saint-Denis, à 2,5 km de la gare du Nord. Au total, l'interruption a affecté 500 trains et plus de 600 000 personnes. I need to be in Netherlands as soon as possible. That's a little bit tricky. And we're supposed to go back to London. So we can fly back to America tomorrow morning. Elle aurait pu sortir un autre jour. Voilà. Elle est là depuis longtemps, mais elle sort aujourd'hui. C'est rare qu'un voyage se passe normalement. Luckily, it's not a strike this time. On est sûr de rien. On va faire une nuit sur place. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de système de car ou de solution alternative. On a hâte de voir la suite. Vous voulez savoir si la bombe a explosé ou non? Ouais, c'est ça. Elle est là, cette bombe de plus d'1 mètre qui a été retrouvée à 2 mètres de profondeur. L'obus non explosé pèse 500 kilos et contient 200 kilos d'explosifs. Cette zone au nord de Paris est connue pour renfermer plusieurs vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Le nord de Paris, là-bas, la Seine-Saint-Denis aussi, ont été particulièrement frappés au printemps 44 par les bombardements massifs des Alliés. L'idée, c'était de faire sauter les nœuds ferroviaires, et donc à proximité des voies ferrées, on retrouve encore aujourd'hui régulièrement des obus. Ce sont des obus qui sont enterrés plusieurs mètres sous terre, donc qui ne présentent pas de danger au quotidien. Par contre, quand on fait du terrassement, quand on creuse, eh bien, on est à même de les retrouver. C'est pour ça que la SNCF, sur ce type de chantier, en fait, amène des spécialistes de la pyrotechnie pour traiter ce genre de problème. En début d'après-midi, les opérations de déminage se sont complexifiées. Il a fallu évacuer plus de 200 habitants à Saint-Ouen et Saint-Denis. La police est passée dans la résidence pour nous demander de prendre quelques affaires et de venir ici en attendant qu'ils aient fini de déminer. Il m'a demandé de prendre le chat et puis voilà, qu'on a fait vite fait, on est sorti. On savait ce qui se passait, mais on ne pensait pas que c'était aussi près. J'étais inquiet, mais je pensais aussi à ma soeur qui était encore au collège. Je me disais comment elle allait sortir et je vois une journée pas comme les autres parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. Une partie du périphérique nord a été fermée ainsi qu'une parcelle de l'autoroute A1. Regardez ces images qui nous rappellent le Covid. Un vendredi après-midi, le périphérique sur 2 km complètement vide pour le plus grand plaisir de notre reporter Salomé Delattre, comme vous pouvez le constater, qui a pris une petite photo et un bon souvenir. Si les voyageurs qui ont raté leur train semblaient garder le sourire, sans surprise, les automobilistes parisiens sont restés fidèles au cliché. Il y a une bombe depuis 1939, elle est en dessous, c'est ça? Donc ça fait 100 ans qu'elle n'a pas pété et peut-être qu'elle va exploser aujourd'hui. On sort de la porte de Champéret, on a mis 2 heures. 2 heures. Ça fait 3 heures là, 2h30, 3 heures. 2 heures pour 3 km. 3 heures pour faire 40 bornes. Et là, il en reste que 5 et encore 1 heure. 1h30, c'est un régal, surtout que je suis censé être au travail. Qu'est-ce que vous dites? C'est long et qu'on a faim. On trouvait ça dans la nuit. Hein. Maintenant, on est à 13h15. C'est très mal organisé, hein, comme d'habitude. Hein. On est à Paris. Hein. Oui, mais nous, on est les chats noirs. On a toujours l'habitude qu'il se passe quelque chose à chaque fois qu'on va quelque part. Il y a une couille. Comment ils s'appellent? Qu'on les croise pas? Oui, on espère ne pas les croiser. La bombe a été déminée en fin d'après-midi dans une ambiance de film américain. On a analysé la forme pour connaître un peu exactement le type de munitions dont il s'agissait. Les équipes de démineurs ont dévissé le dispositif comme on voit dans les films. En fait, ils ont démonté la fusée, le détonateur de la fusée. Il a été détruit. On a détruit et la bombe vient de partir à l'an. Grâce au travail impressionnant des 4 démineurs et des agents de la SNCF, le trafic a pu reprendre progressivement juste avant l'émission à 18h avec l'ambition de retrouver une circulation quasi normale en milieu de soirée pour le plus grand soulagement des usagers. Non, je suis contente d'avoir trouvé une solution et même d'avoir pu acheter ce billet parce que je pense que s'il était quand même assez cher. On a changé 3 fois de billet et
Et là, le train qu'on doit prendre a 35 minutes de retard. On va camper et puis s'il faut, on monte dans le train coûte que coûte. Quand on sera arrivé à Lille, on sera soulagé, ouais. La SNCF espère que tous les voyageurs qui sont restés à la gare du Nord pourront repartir ce soir depuis Paris jusqu'à très tard. Le trafic sera normal demain. Chaque année, ce sont 500 tonnes de munitions des 2 guerres mondiales qui sont découvertes. Il faudra encore 700 ans pour dépouiller intégralement les sols du Nord et de l'Est de la France, selon le journal La Dépêche. Voilà. On espère un peu moins de temps que les inégalités entre les femmes et les hommes. Aurore Berger, dans l'affaire de l'A69, dans l'attente de l'appel, le gouvernement va demander la reprise du chantier. Il est à l'arrêt depuis la décision la semaine dernière du tribunal administratif. Les entreprises associées au chantier attendent d'en savoir un peu plus, tout comme, vous allez l'entendre, les agriculteurs. Ça fait longtemps qu'on est dans le flou par rapport à tout ça, donc du coup... On essaye de ne pas prendre de risques, on attend que ce soit fini pour savoir comment on va s'organiser, comment replanter des arbres, planter des haies, on attend. C'est un immense gâchis parce que soit on continue, mais ça voudra dire que le droit de l'environnement, on le traite à la légère, soit on arrête tout et ça va rester un immense terrain vague, un énorme gâchis en argent et en destruction d'environnement. Donc pour l'instant, la décision, c'est de reprendre le chantier sans attendre l'appel. Oui, tout à fait, parce que c'est un chantier qui est arrêté. Et je crois que le risque, c'est que tous les chantiers d'envergure qui permettent le désenclavement, qui permettent l'attractivité d'un certain nombre de territoires, sinon s'arrêtent. Donc oui, je pense que c'est une décision importante. Et évidemment, l'État qui a fait appel. Pardon, vous allez reprendre sans décision de justice ? Mais on a le droit de permettre la reprise du chantier. C'est ce qu'a permis le ministre des Transports. Oui. Et en parallèle, l'appel étant suspensif, évidemment, ça permet de continuer les travaux. Ce qui a été suspendu, c'est la décision d'arrêter les travaux. Donc les travaux continuent. Exactement. Un mot sur l'information judiciaire pour faux témoignages ouverte fin janvier par la Cour de justice de la République. C'est en rapport avec le livre Enquête les ogres sur les dérives de certains groupes privés de crèches, dans lequel le journaliste Victor Castanet évoquait un pacte de non-agression qui aurait été conclu entre vous, quand vous étiez ministre des Familles et la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches. Vous êtes maintenant visé par des investigations de la Cour de justice de la République pour avoir nié tout lien personnel avec cette lobbyiste devant une commission parlementaire. Quels commentaires avez-vous à faire sur cette affaire, que vous abordez d'ailleurs dans ce livre ? Déjà, le premier, c'est que j'ai porté plainte en diffamation contre le livre dès sa parution. Beaucoup m'avaient déconseillé de le faire et moi j'estimais là encore qu'à partir du moment où mon honneur, mon honnêteté était mise en cause, il fallait évidemment que je porte plainte en diffamation, ce que j'ai fait. D'autre part, après, il y a eu un signalement de la France Insoumise à la Cour de justice de la République. Donc après, je réserve mes réponses à la Cour de justice de la République. Ils doivent faire leur travail, le faire sereinement et moi je leur répondrai sereinement. Merci.